Charla Nash, une femme de 57 ans, vivait à Stamford et avait été employée depuis peu par Sandra Herold. Ces deux femmes étaient devenues de très bonnes amies. Au fil du temps, Charla a fait connaissance avec le chimpanzé de Sandra. Le chimpanzé avait depuis un certain temps des comportements bizarres et agressifs. Il avait mordu la main d'une femme et avait tenté de l'entraîner dans une voiture. Un autre jour, il avait attaqué un piéton sans aucune raison. Cependant, il n'avait jamais été considéré comme un danger pour la société. Pour Charla, tout bascule le 16 février 2009. Sandra l'appelle et lui demande de venir chez elle de toute urgence car elle n'arrive pas à calmer son chimpanzé qui est littéralement devenu fou. À son arrivée chez son ami, l'animal de 90 kg se déchaîne sur Charla. L'attaque est terrible, il lui arrache le visage avec ses deux mains. Pour sauver son ami, Sandra trouve un couteau de cuisine et poignarde l'animal. Voyant sa propriétaire qui tente de le tuer, le chimpanzé devient encore plus furieux et arrache les yeux de Charla. Sandra court alors appeler la police. Voici la conversation téléphonique qui a été enregistrée. Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Hurry up, please! There's someone on the way. Sandra répète sans cesse que le chimpanzé arrache des parties du visage de son ami et les mange. Quand la police arrive, l'animal a déjà arraché les lèvres, ses paupières et son nez, des parties de ses cheveux, ses oreilles et ses deux mains. Il est presque trop tard, l'animal est abattu, mais Charla est dans un état très grave. Elle est complètement défigurée. Dans les 72 heures qui suivent, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, même s'ils parviennent à rattacher sa mâchoire et sa tête, il leur est impossible de faire quoi que ce soit pour ses yeux. Charla a vécu cachée pendant 2 ans sous un voile qu'elle disait ne pas vouloir retirer pour ne pas effrayer les gens. En mai 2011, elle a reçu une transplantation complète du visage. La propriétaire du chimpanzé, Sandra Herold, est morte 2 ans après les faits. Paul Michael Stefani était un tueur en série américain. Il était connu sous le nom du tueur en série à la voix larmoyante en raison d'une série d'appels téléphoniques qu'il a passés à la police. Cet homme, qui était mentalement déséquilibré, était envahi par le remords après chacun de ses meurtres. Il a appelé la police 3 fois après avoir commis des actes odieux sur Karen Potak, qu'il a violée et sauvagement tabassée avec une barre de fer, Kimberly Compton, qu'il a poignardé à plusieurs reprises avec un pic à glace, et Simmons, qu'il a éventré de 40 coups de couteau. Après chacun de ces méfaits, il contactait les gendarmes en pleurs en le suppliant de le retrouver. Son état mental est troublant et fait froid dans le dos. Voici l'enregistrement de l'un de ses appels téléphoniques. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. Fire emergency. Please don't touch this, listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. I'll never make it to heaven. Finally, I just stabbed somebody with a knife stick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Paul passera ses derniers jours en prison. Il meurt d'un cancer de la peau. Jake Evans était un étudiant de 17 ans qui vivait avec ses 3 sœurs et ses parents dans le nord du Texas. Le 3 octobre 2012, il téléphone à la police tôt le matin et lui explique clairement pendant 20 minutes qu'il a assassiné sa famille sans vraiment savoir pourquoi. Il avait juste envie de tuer quelqu'un depuis un certain temps. Il a avoué qu'il planifiait de tuer au hasard n'importe qui sans raison apparente. Il a décidé de tuer sa sœur de 15 ans et sa mère pendant l'absence de son père et de ses 2 autres sœurs. Ce qui bouleverse dans cet appel téléphonique, c'est le calme dont il fait preuve. Son attitude contraste complètement avec le crime qu'il vient de commettre. Il fait preuve d'un grand sang-froid, il montre très peu d'émotion et a beaucoup de mal à se justifier. Voici l'appel téléphonique enregistré par la police. 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Ses amis décrivent Jake comme un jeune homme sympathique et souriant. Les policiers et médecins qui l'ont consulté parlent de lui comme un garçon calme, fragile et au visage sans émotion. De tout le temps où il a dévoilé ses confessions, Jake Evans n'a jamais pleuré. L'appel téléphonique suivant a été publié par un officier de police. On entend un homme et 3 de ses proches expliquer que l'accélérateur de leur véhicule est enfoncé à fond et bloqué. Ils ne peuvent ni s'arrêter ni décélérer. On entend la famille prier et essayer de contrôler l'engin qui dévie sur la route.
Mark tente de trouver de l'aide auprès de l'opérateur au bout du fil jusqu'à lui dire qu'il arrive à une intersection. Là, sa voiture heurte un talus, se retourne et explose dans les airs avant de s'enflammer. Les 4 personnes présentes dans l'automobile sont mortes sur le coup. Il y avait sa femme de 45 ans qui s'appelait Cleof, sa fille de 13 ans Mahala et son demi-frère de 38 ans Chris Lastrella. 911 emergency, what are you reporting? Our accelerator's stuck. We're approaching intersection. Hold on. Pray. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? Le mardi 20 avril 1999, 2 élèves de terminale, Eric Harris et Dylan Klebold, âgés de 17 et 18 ans, ont commis le 5e massacre le plus meurtrier perpétré dans une école aux États-Unis. Ils ont tué 13 personnes et blessé 24 autres, dont 3 furent blessés en tentant de s'échapper. Les 2 adolescents étaient armés jusqu'aux dents et avaient fabriqué une dizaine de bombes artisanales selon des procédés trouvés sur internet. Le déroulement du massacre et les éléments de l'enquête révèlent une grande organisation. Les 2 amis préparaient l'attaque depuis des mois et avaient un plan précis. Le jour des faits, ils déposent d'abord des sacs de bombes à la cafétéria du lycée, cependant les bombes n'explosent pas. Lassés d'attendre, ils sortent alors leurs armes à feu et tirent sur tous les élèves. Patty Nielsen, l'une des enseignantes, reçoit une balle sur son épaule. Elle se lève rapidement et court dans la bibliothèque où elle commence à alerter les étudiants qui s'y trouvent. Elle leur dit de se cacher sous les bureaux et de rester silencieux. Elle compose alors le 911 et se cache sous le comptoir administratif. Voici l'enregistrement de l'appel. Vous pouvez entendre la jeune femme paniquée qui essaye de protéger ses élèves. Jefferson County 911. Yes, I'm a teacher calling by high school. There is a student here with a gun. Hands on the table, kid! Hands under the table! I think please don't lie there. He's scaring everybody to get up, right? Okay. Please don't. Malheureusement, les 2 meurtriers les repèrent et tirent plusieurs balles sur les élèves cachés sous les tables. 10 personnes sont tuées en 7 minutes. Les 2 meurtriers se sont ensuite suicidés en se tirant une balle dans la tête. La police a déclaré que si les bombes avaient explosé, près de 300 étudiants seraient morts. Lisa Floyd, une petite fille de 6 ans, appelle la police en larmes et leur supplie d'envoyer quelqu'un car son beau-père bat sa mère. Tout ce qu'elle raconte est terrifiant à écouter. Vous pouvez réellement ressentir la peur et la douleur qu'elle endure dans le ton de sa voix. Standing emergency. My mom and Daddy are having a fight. Is he hitting her? Stop it! Send the police, please. Okay, we're gonna be there. We're taking your Stop it! What is his name? Your father's name? He's my stepfather. Okay, now where's your mother at right now? She's in the room fighting with them. Okay, could you just send the police? He just knocked my sister out. My little sister. You're Oh my God! Heureusement pour Lisa, son appel a résolu le problème, la police est intervenue et ses parents se sont séparés sous l'œil prudent des forces de l'ordre. La puissante détresse des personnes qu'on entend dans cet enregistrement déchire le cœur. Quelques années après cet enregistrement, l'avocate Kit Gruel, spécialisée dans les violences conjugales, a réussi à retrouver la jeune femme. L'avocate apprend qu'elle aussi, tout comme sa mère, se fait battre par son compagnon. Heureusement, elle a réussi à la convaincre qu'elle mérite beaucoup mieux. Lisa est maintenant en sécurité. Pour le reste de la famille, la petite sœur, le bébé et la maman de Lisa, tout va très bien. Le beau-père violent a quant à lui reçu une interdiction d'approcher la famille à moins d'1 kilomètre. Lisa est aujourd'hui toujours incapable de réécouter la bande, les souvenirs de cette nuit étant encore trop douloureux. Cet enregistrement a été utilisé pendant des années pour sensibiliser le public au problème des violences conjugales. Kevin Cosgrove était un dirigeant d'entreprise américain dans le secteur de l'assurance. Lors des attaques terroristes du 11 septembre, il a appelé un centre de secours depuis les bureaux de Jonathan Ostaru en précisant qu'il y avait 2 autres personnes avec lui. Au téléphone, alors que la première tour est en feu, il demande de l'aide et raconte à son interlocuteur qu'il a appelé sa femme et lui a menti pour la rassurer en lui disant qu'il était sorti du bâtiment et que tout allait bien pour lui. Dans un second appel, il essaye de décrire son calvaire et ses difficultés à respirer à cause de la fumée jusqu'au moment où la tour s'effondre. That's where you go. That's the office. We're in John Astro's office. OST. A-R-U. A-R-U. Right. That's the office we're in. There's 3 of us in here. OST. A-R-U. OST. A-R-U. Hello? Hello. We're looking at financial center. 3 of us, 2 broken windows. Oh God! Message number 100.
Quelques heures plus tard, les restes du corps de Kevin ont été retrouvés dans les décombres. En son hommage, son nom a été inscrit dans le mémorial du 11 septembre. Ce que vous allez entendre dans la bande suivante est troublant. Un jeune de 17 ans appelle la police alors qu'il se fait tirer dessus par Sandra Lane, sa grand-mère de 74 ans. Jonathan Hoffman était un adolescent comme les autres, il avait beaucoup d'amis et il aimait sa famille, mais en août 2011, sa sœur a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. Les parents des deux jeunes avaient annoncé leur divorce, mais avaient décidé de soutenir leur fille ensemble. Ils partent au Michigan et en Arizona où ils vont pouvoir obtenir un traitement chirurgical. Jonathan, qui devait rester pour continuer ses études, a déménagé chez sa grand-mère. Dans la nuit du 18 mai 2012, Sandra Lane commence à se disputer avec son petit-fils alors qu'il vient d'échouer à un test de drogue. Il envoie un signal positif quant à la présence de marijuana dans son organisme. Jonathan n'était pas armé, mais sa grand-mère affirme qu'elle était affolée par la situation. Elle avait peur et voulait que son petit-fils l'écoute. Elle a donc chargé une arme à feu et l'a porté à l'étage pour qu'il reste tranquille. Elle lui tire 3 fois dans la poitrine, 1 fois dans l'abdomen et 1 fois dans le bras alors que celui-ci est au téléphone avec les urgences. I've just been shot. Where are you at? Okay, how did you get shot? Who shot you? My grandma shot me. Your grandma and grandpa shot you? My grandma. I'm gonna die. So. Okay, we're gonna stay on the phone with me, okay, sir? I'm gonna get help on the way. I'm gonna get help on the way, okay? Sir? Hello? Sir? Hello? Are you there? I got shot again. Oh, You got shot again? Are they still there? I'm gonna die. My stomach is broken. Oh, no. Still there? Oh, yes. Please help. Oh, come on. Jonathan sera retrouvé mort, baignant dans son propre sang. L'enregistrement suivant contient les derniers mots de l'une des 2 jeunes filles tuées par leur père Yasser Abdel Saïd sur la banquette arrière d'un taxi. Il s'agit d'un crime d'honneur qui a eu lieu le jour de l'an 2008 aux États-Unis. Vexé par les aventures extra-conjugales de ses enfants, Yasser décide de les éliminer. Ruff Trotter, le petit ami d'Amina, va très vite orienter la police sur le comportement très sombre du père après les faits, mais malheureusement, après les meurtres, Yasser a disparu et reste à ce jour introuvable. What's going on, man? I'm dying, that's what's up. Oh my God. Le 4 décembre 2014, Yasser a été ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI avec une récompense de 100 000 $ pour toute information qui pourrait conduire à son arrestation. Une nuit d'hiver, la police reçoit un appel d'une jeune maman terrorisée. Elle contacte le 911 alors qu'un inconnu essaye de rentrer chez elle par la porte d'entrée. À ce moment-là, elle est seule dans sa maison avec son bébé. Malheureusement, la police n'arrivera pas à temps. L'intrus parvient à entrer chez elle et la viole juste après que la conversation avec l'opérateur ne soit coupée. A man is trying to burst in my door. Where are you now? I locked the front door and I'm upstairs in the bedroom. Is there anyone with you? No, just my baby. He's in the house. He broke through the door. He's here. He's here. Tell him you've got the police on the phone. I've got the police on the phone. Who are you? Why are you here? I've got the police on the phone. I've got the police on the phone.